Produit par Binge Audio. Kim, Madame Kardashian. Kim. C'est quoi cette robe? L'image a fait le tour du monde. Dans une tenue d'un noir de jet, avec l'air d'une Madone de Pietà, Kim Kardashian grimpe les marches du palais de justice de Paris pour aller affronter ceux qui l'ont détroussé il y a quelques années de ça. Évidemment, vu le cadre et la solennité de la justice, ça n'a rien d'étonnant de voir Kim K arborer un style très sobre. Mais en réalité, ça fait déjà un petit moment que la très influente femme d'affaires déploie une esthétique de moins en moins flashy. Et elle n'est pas la seule. De tous les côtés, on voit monter des tendances revendiquant un retour à la sobriété, au chic intemporel et nécessairement discret de la bourgeoisie, aux tailleurs beige, aux costumes bleus. Est-ce qu'on n'assisterait pas à la mort en direct du bling-bling après 20 ans de règne ? Et surtout, est-ce que tout ça n'a pas à voir, un peu, avec la montée du conservatisme ambiant dans nos sociétés occidentales ? C'est ce qu'on va se demander dans cet épisode. Je suis Thomas Rozek et vous écoutez Programme B. Et pour en discuter, j'ai été chercher les lumières de deux spécialistes. D'un côté, ma consoeur Amélie Zimmermann, alias Fashion Quiche sur YouTube, et de l'autre, mon confrère Marc Boger, patron du magazine L'Étiquette et figure bien connue des téléspectateurs de l'émission Quotidien où il est chroniqueur. Mais avant d'entamer la discussion, il nous fallait un peu de pédagogie. Car la mode s'étant convertie, comme tout le monde, aux réseaux sociaux, elle se décline désormais en trend, en hashtag, en mots-clés qu'il faut réussir à déchiffrer. Ces expressions qui désignent ce nouveau style sobre, chic et discret, ce sont par exemple old money, vieil argent en français, quiet luxury, luxe discret, ou encore clean girl, ça je traduis pas, vous avez compris. C'est Amélie Zimmermann qui se colle aux explications. Old money, ça désigne une mode très luxueuse. La marque la plus parlante quand on parle de old money, c'est Ralph Lauren par exemple, mais qui ne va pas être dans l'étalage de la richesse, dans l'exubérance, qui se fait dans la retenue, une forme de classicisme esthétique avec des couleurs assez sobres, bleu marine, des cols V. Old money, ça désigne ça. Quiet luxury, c'est à peu près comme le old money, en fait, c'est un peu la même chose, sauf que ça peut désigner pas que la mode, je dirais. C'est plutôt une manière d'être que vraiment la old money, qui est vraiment une trend liée aux vêtements, je dirais. En fait, ce qui est intéressant avec toutes ces dénominations, c'est que ça nous montre à quel point la mode est politique et à quel point derrière, en fait, des comportements esthétiques ou des préférences stylistiques, il y a presque un programme politique, en tout cas une manière de penser en fait qui se révèle et avec la clean girl c'est exactement ça aussi, c'est vraiment derrière des pratiques, des nouvelles pratiques qui vont être une certaine manière de se maquiller, vachement aussi héritée de la nouvelle trend de la K-beauty, la beauté coréenne qui met vachement l'accent sur la pureté de la peau notamment, dans une approche hyper presque pharmaceutique en fait aux produits avec des packaging hyper épurés, tout ça. Et la clean girl, ce que ça veut symboliser derrière, c'est vraiment une féminité qui prend soin d'elle, mais qui veut pas occuper trop de place pour autant. Très jolie mais inoffensive, presque sur une forme de réserve en fait. Derrière ça, c'est vraiment épouser tout ce que le conservatisme souhaite faire épouser au genre féminin en fait, quelque part. Et je trouve qu'elle est intéressante pour ça parce que c'est un paradoxe qui existe dans l'existence de plein de femmes, c'est de dire il faut être présentable. Et être présentable, c'est être comme ça, c'est être dans la norme. Et à la fois, il ne faudrait surtout pas passer trop de temps à son apparence, notamment les femmes, parce que c'est superficiel et tous ces grands mots qui en réalité veulent pas dire grand-chose. Et donc, pour moi, ça correspond vraiment à une espèce de dichotomie dans la vie, dans l'existence corporelle des femmes, entre il faut être jolie, mais ne pas y passer trop de temps. En tout cas, à ce que le monde ne voit pas qu'on y ait passé trop de temps et trop d'efforts, quoi. Moi, j'associe beaucoup le détatouage à toutes ces trends-là.
C'est quelque chose qu'on voit de plus en plus émerger, qui n'est pas encore accessible à tous et à toutes parce que je crois que c'est assez cher. Mais dans l'idée, ça y ressemble en tout cas, dans l'idée de se détatouer. Évidemment, ça peut être pratique si on regrette vraiment très fort un tatouage qu'on a fait sur un coup de tête à 17 ans. Mais derrière ce que ça dit, c'est aussi un autre rapport au corps, revenir à quelque chose de plus pur, etc. Un corps qui ne soit pas orné, qui ne soit pas opulent, qui ne soit pas trop fort aussi d'un point de vue symbolique en fait. Donc j'imagine que c'est peut-être la fin du bling-bling, mais ça va très vite revenir, c'est bientôt l'été. Moi j'imagine que on va pas passer l'été sans couleur quand même, donc moi j'aurais du mal à avoir un monde, un paysage fashion qui soit aussi sobre que ça. J'ai l'impression que le bling-bling, les gens s'en lassent et j'ai envie de le célébrer. Marc Boget. C'est plutôt esthétiquement une bonne nouvelle et même culturellement, intellectuellement, ça me semble plutôt salvateur. À quoi on le voit déjà ? Il y a de façon très générale sur le marché du vêtement, de la mode, une fatigue pour le luxe. Donc effectivement, le bling-bling qui est beaucoup la mode, toutes les pièces à logo, les pièces rutilantes, les pièces surtout qu'on peut identifier très vite et auxquelles on associe un statut social, sont en train de perdre en attrait. La vraie question, c'est pourquoi ? J'ai envie de te dire que le secteur a abusé. Le secteur a tiré sur la corde. Grosso modo, le prodige du secteur de la mode ces 20 dernières années, ça a été de multiplier les prix par 10 et de baisser la qualité par 5. J'exagère, mais dans certaines maisons, c'est ça. Et malgré tout, à force de stratégie marketing, à force de relais d'influence, à force d'efforts de contenu sur les réseaux sociaux, la clientèle n'a, ces 20 dernières années, cessé d'augmenter. Là, ça s'arrête, parce que les gens se rendent compte, finalement, qu'une pièce payée très cher n'est pas forcément une pièce de qualité, que la notion de qualité est sortie de la notion de luxe, et il y a un concept de fatigue du luxe, voire de honte du luxe, du luxury shaming, qui fait qu'en fait, quand tu t'affiches avec un sweat, Balenciaga, qui est un sweat fait au Portugal qui coûte 40 € à faire, qu'on t'a acheté 800, c'est comme si tu mettais idiot sur ton front. Et ça, pendant des années, les gens ne l'ont pas vu, et les gens commencent à le voir. Parce que c'est trop cher, parce que c'est se faire avoir. Moi, c'est ça qui me rend en colère. C'est-à-dire que moi, parfois, on me dit j'ai des goûts conservateurs, des goûts classiques, mais le vêtement intemporel, le vêtement bien fait, peut-être est classique et chiant, mais il dure dans le temps et il y a un contrat d'honnêteté entre l'acheteur et le client, entre l'acheteur et le fabricant. Le luxe, le bling-bling, donc les grosses baskets très chères, les hoodies avec des énormes logos, les choses très ostentatoires et qui affichent la marque, c'est pas des vêtements honnêtes. Et les gens ont fini par s'en rendre compte. L'un des aspects les plus étonnants de ce succès retrouvé des tenues sobres, c'est la disparition de la couleur. Sur les routes, dans la mode, la déco, les biens de consommation, l'architecture, la couleur semble avoir disparu de notre environnement, du moins en Occident. Regardez ne serait-ce que les ambassadeurs de la mode, que sont nos grands couturiers, ils sont tous sans exception habillés en noir. J'imagine que vous l'avez remarqué, il y a de moins en moins de couleurs dans le monde, dans notre environnement. Notre garde-robe aussi, oui, nos vêtements sont impactés. Un exemple parmi d'autres, aux États-Unis, il y a une entreprise de retail qui a analysé les ventes de toutes ces robes, l'analyse de plus de 200 000 robes qui avaient été vendues en ligne. 38,5% de ces robes étaient noires et 25% étaient blanches et grises. Is your personality literally just the color beige? Do you have way too much money and you want to look plain? Ce phénomène, il est de plus en plus scruté. Où sont passées les couleurs ? Et surtout, pourquoi tout est devenu beige ? Ça a été illustré, cette disparition de la couleur au profit d'un beige aseptisé et assez déprimant, je trouve, par le changement radical éditorial de la marque Pretty Little Thing, qui est une marque qui a vraiment percé il y a quelques années parce que elle a un catalogue hyper inclusif avec beaucoup de vêtements pour les femmes plus size, les femmes racisées, etc. Et là, ils ont complètement changé leur direction artistique avec une nouvelle typographie, donc beaucoup plus élégante, entre guillemets, presque classique. Des photos beaucoup plus éditorialisées, beaucoup plus aseptisées et surtout beaucoup moins de couleurs. En fait, sur leur site, qui avant avait quand même pour dominante le rose,
Maintenant, c'est le beige, quoi. C'est le beige partout. Ce qui est aussi une énième preuve, justement, de cette forme de retenue qu'on peut avoir dans la mode aujourd'hui, de cette montée du conservatisme esthétique. Je ne sais pas si on pourrait l'appeler comme ça, mais c'est le terme qui me vient à l'esprit, quoi. Il y a évidemment... Je pense que ça répond aussi à un contexte dans les marques comme Pretty Little Thing, qui est une marque très très bon marché, pas cher du tout. Ça répond aussi à un contexte économique de récession, la crise. Évidemment, les marques ont en tête que pour leurs consommatrices, c'est compliqué et que les consommatrices, elles veulent acheter des choses peut-être moins exubérantes, moins trendy, mais des choses plus durables. Et évidemment, on associe quoi à la durabilité dans notre esprit, la couleur beige, les couleurs naturelles, plutôt que des choses très extravagantes, fuchsia, etc. C'est aussi un peu une stratégie, je pense, marketing de la part de certaines marques, au moins bon marché, quoi. Ces marques-là, ces groupes-là, payent 20 ans de dérive, d'excès. C'est des marques qui ont mis de plus en plus d'argent sur le marketing et de moins en moins d'argent sur les pièces. Quand on voit les défilés, on trouve ça pharaonique, et c'est pharaonique. Mais il faut savoir que dans la plupart des maisons, les pièces qui défilent, 70% n'existeront jamais en boutique. Donc c'est-à-dire qu'on crée un emballage extrêmement riche, puissant, qui génère du fantasme, du désir, pour après ne vendre que des t-shirts, des hoodies, des baskets, des parfums, des sacs. Du coup, on cultive une image de luxe pour vendre des produits de mauvaise facture. Très simple esthétiquement et souvent mal fait. Alors on aura bien saisi que la mode est surtout guidée par des intérêts économiques, un constat qui ne choquera personne. Mais et la politique alors ? Est-ce que derrière cette sobriété, cette retenue revendiquée, on ne serait pas en train de nous vendre un agenda idéologique tout aussi conservateur ? Effectivement, je constate qu'il y a dans certains secteurs, dans certains partis, dans certains courants, une lecture morale du vêtement. C'est-à-dire un retour à la sobriété serait salutaire, vertueux. Je vois par exemple comment les gens de la droite réac française qu'on voit sur CNews et dans Valeurs Actuelles se sont réappropriés le costume comme un signe de moralité. Évidemment, il y a des salopards en costume, on en voit donc beaucoup sur ces médias, et des gens très bien qui ne portent pas de costume. Il y a des gens très bien qui portent des vêtements extravagants et des gens infréquentables dans des costumes très classiques. Mais en fait, tout ça est évidemment confus, et il y a beaucoup de courants qui s'animent de plus en plus. Les réseaux sociaux ont multiplié les tendances et les sous-tendances. Mais je vois aussi, quand je regarde, par exemple, il y a une photo qui est assez intéressante où Trump vient d'être élu, et à Mar-a-Lago, il a réuni toute la famille. C'est très très bling bling. C'est très 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 bling bling. Il y a énormément de bronzage, les dents sont en porcelaine blanche, les cheveux sont d'un blond platine, les vêtements brillent, les tissus, même les tissus des costumes, même le tissu des costumes de Trump, la cravate en satin rouge, enfin tout ça est très bling bling. Donc c'est cette lecture. Est-ce que le mouvement Old Modi il est porté par des gens plutôt conservateurs, réac, ou des gens qui juste cherchent à se distinguer sur les réseaux pour créer de l'engagement et faire plus riches qu'ils ne le sont vraiment? Je trouve que c'est très très confus, il y a plein de signaux qui se croisent. Je pense qu'il y a un grand nombre de personnes qui peuvent être sensibles à cette esthétique-là et qui ne se rendent pas compte du discours politique que ça peut laisser passer, en fait. Parce que dans la mode, on a quand même beaucoup de médias de mode et beaucoup de manières de parler de la mode, mais au final, c'est vrai qu'on l'interroge assez rarement sous ce prisme-là, donc je pense qu'il y a déjà un manque d'information. On n'étudie pas ce qui se passe sur les podiums ou sur les réseaux sociaux de la même manière qu'on étudie un film ou on le commente ou une œuvre d'art dans un musée. Donc on manque déjà de clés critiques pour comprendre un peu qu'est-ce que ça veut dire de porter ça. Donc il y a plein de gens qui peut-être ne s'en rendent pas compte par naïveté ou par manque d'information. C'est aussi quelque chose qui n'agit pas que dans la mode, en fait. Et donc, vu que ça infuse un peu toutes les strates de notre société, les médias, les maisons d'édition qui se font racheter par des grands messieurs en costume qui ont un programme politique bien particulier, bien défini derrière, il y a aussi, je pense, une forme peut-être un peu de « Ah, bah c'est normal ». Enfin,
d'endormissement, c'est un peu fort parce que je pense qu'on n'en est pas non plus à ce stade-là, mais une forme c'est notre nouveau paysage en fait politique. C'est normal en fait que le Festival de Cannes prohibe la nudité sur le tapis rouge. Ça fait plutôt réagir, pourquoi pas, de toute façon on s'en fout, c'est censé parler des films. Bah non, moi je trouve ça hyper questionnant en fait. Pourquoi une institution culturelle se garde le droit de juger de ce qui est indécent ou ce qui est décent en fait? Pour moi c'est un signe de plus que la culture, et dans la culture j'intègre évidemment la mode, peut aussi laisser place à des messages de plus en plus conservateurs, et ça faut être assez vigilant là-dessus, et je pense qu'on l'est peut-être pas assez non plus. C'est vrai que les vêtements sont marqués, les vêtements sont des marqueurs, les gens en ont des images, les gens ont des stéréotypes en tête. Moi le premier, la barbour, le mocassin, les Weston, les pulls sur les épaules, tout ça c'est très marqué. Je pense qu'il faut un peu déconstruire la façon dont on réfléchit aux vêtements. En tout cas, il faut y penser un peu. Moi, j'aime quand les choses sont faites en conscience. C'est un peu ça que je prône à modeste échelle. C'est de réfléchir à comment on consomme. On peut avoir envie d'un vêtement de luxe, on peut avoir envie d'une merde chez Shein, jetable. Enfin, je comprends tout ça, évidemment, je ne le prône pas, mais je le comprends. Mais de façon générale, je pense qu'il faut de façon urgente, qu'on apprenne à consommer un peu différemment. Est-ce qu'on a besoin d'acheter des jeans neufs en 2025 ? Vu la masse de jeans anciens de toutes les tailles, de toutes les coupes, de toutes les couleurs sur laquelle on est assis. Et on n'a pas besoin de s'acheter un nouveau jean bling bling, tu vois. Il y en a assez pour des générations et des générations dans le marché de la seconde main et du vintage. Et je propose, moi, d'interroger ça. C'est-à-dire que quand on a une pulsion d'achat bling bling, est-ce que je l'aimerais dans 6 mois? Est-ce que je l'aimerais dans 5 ans? Est-ce que je l'aimerais dans 10 ans? Est-ce que, au-delà même du prix, si on a l'argent, le prix n'est pas un sujet, est-ce que ça va durer, quoi? Voilà, alors c'est sûr que moi, souvent on me dit « Ah, mais c'est le bon goût, c'est dépassé, l'élégance, c'est dépassé. » Mais moi, le bon goût, tout ça, c'est pas mon sujet. Mon sujet, c'est la qualité, quoi. Et la qualité des choses, c'est-à-dire on achète quelque chose qui est bien fait parce que ça va durer. Et non seulement c'est plus pérenne, et en plus c'est plus beau. Les gens sont plus beaux quand ils sont un peu authentiques et quand ils n'ont pas l'air de sortir d'une boutique de luxe, quoi. So Kim Kardashian just made a unique appearance in Paris at le Palais de Justice. On en revient à notre point de départ, la source de nos interrogations, Kim Kardashian. Vraiment, elle est arrivée, mais en grande dame, en reine de la mode au tribunal. Je suis bouche bée. Elle porte un tailleur avec une jupe fendue et absolument merveilleuse. Palais de Justice, yes, she was there to testify for the traumatic robbery that she experienced in 2016. But in Kim fashion, she made sure to serve us a look, so let's talk about it. Kim pulled up in a monochromatic look. Kimberly is wearing archival John Galliano, as you can see here. This look is from John Galliano's Spring 1995 ready-to-wear collection, and as you can see, Kim is doing it justice. Kim K et sa sœur Kylie Jenner ont longtemps été associées à une culture trash TV assez clinquante, pour ne pas dire un peu vulgaire. Et aujourd'hui, les deux femmes deviennent des emblèmes de ce nouveau luxe discret. Mais alors, qu'est-ce que ça nous dit ? Et les Kardashian, en fait, depuis 1 an ou 2, elles vont adopter un style déjà beaucoup plus conservateur qu'avant. Et aussi, ce style, il s'exprime dans leur rapport à leur corps, parce que les Kardashian, avec leur chirurgie esthétique ou leur médecine esthétique, etc., elles modulent leur corps à leur souhait. Et donc, elles ont décidé maintenant que le Brazilian butt lift, cette opération chirurgicale hyper dangereuse qui consiste à grossir les fesses, quoi, c'était plus à la mode. Et donc, Kylie Jenner et Kim K, elles ont plus du tout la même silhouette qu'avant. C'est aussi lié au fait que Kylie, par exemple, maintenant, quelque part, son compagnon, c'est Timothée Chalamet, et Géry Chanel, c'est sérieux, c'est classique. Donc, c'est une nouvelle posture, quoi, quelque part. Alors ça me fait marrer quand parfois on me dit l'élégance est dépassée. Non, mais enfin, je vois que les filles qui sont considérées comme les plus grandes influenceuses de la Terre mettent des 501 usés, des mocassins Weston et des vêtements qui pourraient être du Christophe Lemaire ou qui l'en sont.
Donc des vêtements très sobres en termes de couleur, en termes de coupe et très intemporels. Et effectivement, je pense que quand on s'éduque aux vêtements, comme elles l'ont fait, elles ont un parcours stylistique qui est passionnant, qui est riche. Elles sont parties sans doute d'un endroit compliqué, c'est-à-dire un endroit où on n'a pas la culture mais on a beaucoup d'argent, donc on fait un peu n'importe quoi pour se distinguer. Elles sont allées vers des choses à force de culture, à force de manger des images, à force d'apprendre à démêler le vrai bon du faux bon. Elles sont allées vers des choses plus sobres, plus élégantes. Elles ont aussi pris en âge. Et naturellement, on gagne en élégance au fil du temps et des âges. Mais c'est vrai que maintenant, elles portent du noir, du gris, du bleu marine. Elles portent des marques plus sobres, plus discrètes. C'est un mouvement, c'est un parcours personnel. Et puis c'est un parcours un peu de l'époque, effectivement, vers la sobriété. Est-ce que, tu sais, on est alors... Il y a plein de facteurs qui nous font penser qu'on est dans un moment de crise, et sans doute que factuellement on l'est, crise écologique, crise politique, crise financière. Et c'est marrant de voir comment les gens, dans des contextes de crise comme ça, comment le vêtement est impacté par le contexte. Je me suis dit, il y a des choses folles, c'est-à-dire qu'après 2001 et les attentats à New York, les filles ont arrêté de porter des talons parce qu'il fallait pouvoir courir en cas d'attentat prochain s'il devait y en avoir. Donc voilà, la crise impacte la façon dont on s'habille. Mais est-ce qu'une crise large comme on la traverse fait qu'on devient plus gris nous-mêmes, ou est-ce qu'au contraire on va chercher la couleur ? J'ai regardé un peu parce que voilà, les moments de guerre, les après-guerres, et globalement on va quand même vers des choses plus sobres. Le old money a toujours existé, ça c'est sûr. C'est aussi associé à une conception et une tradition d'élégance très bourgeoise, comme il faut. Ça a toujours existé, ça existera toujours. Par contre, ça n'a jamais été considéré comme étant fashion, trendy, à la mode. Au contraire, ce qui a toujours été considéré comme étant à la mode, c'est ce qui est subversif. Et aujourd'hui, on voit que c'est un peu en train de s'inverser. Et encore, je trouve que c'est pas si juste que ça, parce que aujourd'hui, la mode est tellement importante dans nos vies, dans nos téléphones portables, a pris une telle ampleur qu'il n'y a pas un seul mouvement de mode. En fait, il y a une forme de polymorphisme, de tendance qui coexistent. Et notamment, ce que je trouve flagrant en ce moment, c'est qu'il y a effectivement ce conservatisme esthétique, mais à rebours de ça, on a eu un Brad Summer et on a un retour de Lindy Sleaze qui est une esthétique qui exprime en fait toute cette mode des années 2010, en fait très 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 drôle, rock, très Kate Moss, avec des t-shirts à slogan, des t-shirts avec le drapeau du Royaume-Uni, une mode beaucoup plus rock'n'roll et amusante quelque part, qui va vraiment trouver tout son sens dans le fait d'exprimer son désir de faire la fête, le fait d'exprimer le fait qu'on est brouillon, l'inverse de la clean girl esthétique. Et ça coexiste en fait. Donc quelque part, c'est pas... il y a tellement de trends aujourd'hui. Je pense que les deux principales sont ces deux-là. Mais je ne sais pas si l'une va prendre le pied sur l'autre, quoi. Merci à Amélie Zimmerman, alias Fashion Quiche, dont je vous recommande la chaîne YouTube, tout comme je vous invite à lire L'Étiquette, le magazine de Marc Boget, que je remercie également pour son temps et ses réponses. Programme B, c'est un podcast de Binge Audio préparé par Charlotte Bex, avec un coup de main de Mathéa Pierra. Tous nos épisodes, les anciens comme les nouveaux, sont à retrouver sur toutes vos applis de podcast préférées. Cherchez-nous sur Internet si vous voulez nous parler, et à très vite pour un nouvel épisode.